le recrutement à partir de N'Djamena a été décrié par certains endroits. Que comptez-vous faire pour les prochaines étapes? Est-ce que vous entendez, par exemple, recruter au niveau local? Je pense qu'une évaluation est destinée à pouvoir tirer les leçons de ce qu'on a quand même eu comme option de départ. Vous savez, c'est que si nous avons choisi de pouvoir recruter en N'Djamena, former et déployer, c'est par rapport un peu aux difficultés qui ne sont pas du tout donc à négliger dans certaines provinces. Nous avons affaire à une opération qui nécessite l'utilisation des machines. Il faut nécessairement avoir donc des compétences en informatique pour pouvoir donc gérer l'équipe mise à la disposition. Aujourd'hui, mobiliser 1325 personnes jugées, qualifiées pour pouvoir donc utiliser donc l'équipe, ce n'est pas facile donc de pouvoir réunir donc tout ce nombre dans la zone méridionale. Il y a aussi des compétences au niveau local, monsieur. Il y a des compétences au niveau donc local, je n'en disconviens pas. Mais on a affaire à plus de 3000 personnes donc à mobiliser qui aient des connaissances en matière informatique, pas des connaissances sommaires, pas parce que nous, on arrive à quand même manipuler, donc à quand même appuyer sur le clavier, on se dit que nous avons donc des compétences. Donc je pense qu'il va falloir toujours donc relativiser quand il s'agit donc de dire qu'il y a des compétences locales. Nous en avons donc vécu donc l'expérience au niveau du Moyen Chadi quand il a fallu quand même donc désigner sur place, ils éprouvaient quand même donc de réunir le nombre qui a été donc sollicité. Ça a été dit devant vous. Donc, ce n'est qu'un exemple. On peut également donc par ailleurs avoir donc les mêmes difficultés. Mais compte tenu donc du fait que nous avions donc une opération limitée dans le temps, s'il faut envisager donc d'aller donc dans toutes les provinces, recueillir les candidatures, essayer de pouvoir donc tester ceux-là qui auront quand même eu à présenter donc des candidatures, les former. Oui, dans les années passées. Ça demande donc du temps. Ça demande donc du temps. Oui, dans les années passées, vous avez fait la même chose, monsieur le ministre. Vous savez, dans les années passées, l'opération durait quand même donc des années, durait des mois. Nous avons quand même donc sur un espace donc compris donc de 4 à 5 mois à organiser donc tout. Vous savez donc les délais impératifs par rapport un peu à l'organisation donc du référendum. Donc tout doit être donc réadapté pour que on se souvienne que nous n'avons pas suffisamment donc de temps. Et n'ayant pas donc suffisamment donc de temps, naturellement, c'est qu'il faut essayer donc de choisir une approche. L'approche que nous avons choisie, elle a révélé des difficultés parce que ceux qui avaient été donc retenus savaient pertinemment qu'ils venaient non pas en villégiature, mais pour quand même donc une opération assez délicate. Nous connaissons donc tous notre pays. Aujourd'hui, personne ne peut quand même prétendre venir dans les zones rurales les plus reculées pendant la saison pluvieuse et estimer avoir toutes les commodités pour pouvoir donc faire le travail. Donc, ce qui suppose que tout le monde était conscient de la délicatesse donc du contexte pour qu'il accepte donc de s'engager. Voyez-vous, donc, je vais vous faire donc une révélation. Les moyens donc mis à la disposition ne sont pas négligeables. Un agent enrôleur, au finish, se retrouve avec 425 000 pour quand même donc les 20 jours qu'il aura donc mis sur le terrain. Vous pensez que c'est des moyens insignifiants que l'État dégage? Vous êtes donc tous agents donc de l'État. Si on essaie donc de voir un peu combien donc nous gagnons, je pense que nous devons relativiser un peu donc les critiques. Mais néanmoins, naturellement, c'est que nous avons quand même divisé donc l'apport en deux, en essayant de choisir ceux qui doivent enrôler de N'Djamena, les former et les déployer, et localement, un même nombre correspondant à ceux-là qui sont donc des enrôleurs. Le nombre, c'est celui des agents distributeurs donc des cartes, qui doivent également donc avoir des compétences en informatique, bien entendu, qui sont choisis donc localement. Donc, en divisant donc l'apport en deux et en permettant à ce que les administrateurs, nous n'avons qu'un seul administrateur donc par province, les maintenanciers, nous avons un maintenancier par département, nous avons également donc les superviseurs qui sont
désignés donc localement. Donc, en essayant donc de faire la part donc des choses, on peut légitimement dire que on a choisi une option qui donnait satisfaction. Mais maintenant, pour se redéployer donc dans la partie septentrionale et le centre, naturellement, nous aurons quand même donc à évaluer et voir ceux qui auront quand même souscrit à la satisfaction, tant mieux. Ceux qui doivent quand même être donc libérés, on les libère. On essaiera d'envisager avec les ressortissants donc des différentes provinces de voir ceux qui sont au niveau donc de N'Djamena, qui ont des compétences donc en informatique et qui accepteraient donc de pouvoir être donc déployés pendant donc la période correspondant à la période qui a permis de réaliser la mission donc de révision, de pouvoir donc nous les proposer. Nous allons donc les évaluer et nous allons compléter donc l'équipe parce que le nombre, les 1300 quelques donc correspondant à ceux qu'on a déployés d'ici, de N'Djamena vers la zone méridionale, va être donc augmenté du nombre donc de kits qui sont donc attendus, 1 million donc de kits. Donc ce qui suppose que nous aurons pratiquement donc le double donc de ce qui est attendu de zone septentrionale et la correction donc aidant la prise de conscience de la nécessité d'intégrer les difficultés pratiques rencontrées donc sur le terrain doivent nous amener à quand même donc essayer donc de réajuster et de faire mieux. Oui, là c'est la phase à l'intérieur du pays. Vous venez là de finir avec les 7 provinces. Bientôt vous allez vous déployer aussi vers l'est et le nord du pays. Mais que comptez-vous faire pour certains de nos compatriotes qui sont de la diaspora? La diaspora n'est pas ignorée. Dans le chronogramme, nous avions prévu l'enrôlement à l'extérieur au même moment que l'enrôlement dans la zone septentrionale. Mais nous nous rendons compte qu'il serait souhaitable donc de pouvoir différer pour permettre donc d'enclencher le processus sur le reste du pays à l'intérieur avant donc de pouvoir programmer l'extérieur sur les 15 pays donc qui sont concernés. Donc à l'extérieur, ce n'est pas quand même une opération quand même donc assez lourde. Vous savez pertinemment que selon les dispositions donc de la loi, il n'y a que les ambassades et les consulats qui ont servi à pouvoir établir les listes électorales en 2015 qui sont concernés par cette opération donc de révision. Donc, les ambassades et les consulats, il y a une contrainte qui ne peut pas donc être donc ignorée, c'est que ça ne peut pas donc s'étendre donc dans toutes les contrées où les Tchadiens donc sont. Ceux qui sont Tchadiens enregistrés au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire, c'est ceux-là qui sont concernés par l'opération donc d'enrôlement. Il ne suffit pas d'être Tchadien à l'étranger sans avoir été donc enrôlé au niveau de sa représentation donc diplomatique et prétendre à un enrôlement quelconque. Donc, l'opération à l'extérieur sera menée, elle sera menée et on sait à peu près combien de temps cela va durer. À l'extérieur, le plus souvent, on est plus organisé, la circonscription donc, étant donc limitée, les difficultés donc, ne sont pas quand même donc, énormes et par conséquent, en mettant donc tout, on essaiera quand même donc d'être au rendez-vous tel que c'est pris au 17 décembre. La consultation électorale aura bel et bien donc lieu et pour l'extérieur et les nomades, les forces de défense et de sécurité, bien entendu, ils auront donc les 48 heures pour pouvoir quand même contribuer au même titre que les autres compatriotes à la consultation qui sera organisée pour consulter la population sur la constitution qui sera donc proposée. Oui, vous parlez de 17 décembre 2023 pour le référendum. Et avec la lenteur que nous sommes en train de vivre, en cas de glissement, que comptez-vous faire? Il n'y aura pas de glissement. Est-ce qu'il n'y aura pas de glissement? Il n'y aura pas de glissement. Nous ferons donc tout pour tenir quand même ce chronogramme, parce que c'est un impératif. Voyez-vous, c'est que nous travaillons toujours
en ayant l'œil rivé sur le cahier des charges donc, de la transition. Le cahier de charges de la transition que nous avons délibéré, adopté, nous prescrit de pouvoir organiser le référendum constitutionnel dans le dernier semestre de l'année 2023. En décembre, nous serons déjà donc dans le dernier semestre. Donc, par conséquent, le gouvernement d'union nationale, le président de transition, qui est le garant donc, de la mise en œuvre donc, de toutes les résolutions et recommandations, veille au grain pour que nous ne puissions pas donc, offrir l'occasion aux uns et aux autres d'espérer un glissement qui ne nous permettrait pas de satisfaire les délais de 24 mois impartis pour la seconde phase donc, de la transition. C'est en cela que nous sommes en train quand même donc, de démontrer, en essayant de concevoir, de mettre à la disposition tout ce qu'il faut pour surmonter donc, les difficultés et tenir donc, les délais. Et je pense que jusque-là, le président de notre transition donc, veille au quotidien par rapport un peu à l'état d'avancement. Le ministre des Finances a pris toutes les dispositions, y compris donc ce matin, nous avions eu donc à échanger. Donc ce qui suppose que la tenue donc du référendum est une des priorités des priorités. Et à partir donc de ce moment où l'État prend toutes les dispositions pour mettre les moyens à la disposition, à partir donc du moment où l'équipe est mobilisée pour pouvoir quand même donc concevoir et appliquer tout ce qui aura quand même donc été donc initialement donc annoncé dans le cadre donc du chronogramme, je ne vois pas donc en quoi on pourrait quand même donc déjà supputer sur un potentiel donc glissement qui, pour nous, en tant qu'organisateurs et en tant que principal quand même responsable donc de l'organisation, je suis tout à fait donc optimiste et on fera tout pour quand même donc tenir les délais pour organiser, non pas de manière bâclée, mais en respectant donc les étapes de notre chronogramme rendu public. Vous aurez, en tant que communicateur, à pouvoir donc veiller pour constater que le chronogramme rendu public est effectivement donc respecté. Et nous sommes en train donc de le respecter. Et il n'y a pas lieu de pouvoir être pessimiste. Il n'y a pas lieu donc d'être donc pessimiste. On ne peut pas être pessimiste quand on est engagé dans un gouvernement d'union nationale qui a un cahier de charges qui oblige à faire donc tout dans un délai donc de 24 mois. On ne peut pas être pessimiste également quand vous avez quand même donc les bonnes dispositions du garant pour pouvoir quand même donc réaliser donc à date ce que le dialogue national inclusif et souverain donc nous a quand même imposé. Et donc je souhaiterais que vous puissiez quand même donc bannir donc de votre langage le glissement. Non, il n'y aura pas donc de glissement à mon sens. D'accord. Peut-être une dernière question. Nous sommes en période de transition. Vous avez un message à adresser à l'endroit de nos téléspectateurs qui vous suivent, monsieur le ministre. Bien, je voudrais profiter quand même donc, de cette occasion pour essayer donc de rassurer donc les uns et les autres sur nos intentions. Nous sommes un gouvernement d'union nationale, comme vous le rappeliez, et en tant que gouvernement d'union nationale, il n'y a pas de coloration qui prévale. Nous sommes un gouvernement pluriel. C'est tout le monde mis ensemble. Il n'y a pas donc de majorité, opposition, il n'y a pas donc de parti au pouvoir. Il y a donc des Tchadiens désignés pour pouvoir quand même donc gérer la transition. La transition, elle obéit à un cahier donc de charges. Ce cahier de charges, nous le déroulons. Et par conséquent, nous devons donc avoir foi en ce qui est fait. Nous devons être certes critiques pour permettre de mieux faire, mais nous ne devons pas donc envisager un échec quelconque. Parce qu'il s'agit du retour à l'ordre constitutionnel donc normal dans notre pays. Mais on assiste aussi à l'intoxication quelquefois des acteurs politiques. Évidemment, c'est que les entrepreneurs politiques, ils sont donc dans leur rôle. Quand ils ne sont pas dans aux affaires, ils voient tout en noir. Ils essaient donc de prédire donc l'apocalypse. Quand ils sont au pouvoir, ils se taisent. Et c'est ce que nous avons constaté à travers certaines provinces de la zone méridionale. Ceux-là qui hier étaient donc dans la conception se sont mis donc en retrait pour pouvoir donc inciter les leurs à ne pas vouloir donc se faire enrôler. Mais qui va être donc victime de leur machination? C'est eux-mêmes qui seront donc victimes
Parce que donc, le pays ne se réduit pas quand même, donc, à une ou à une partie donc, des provinces. Le pays est un tout. Le Tchad est vaste, il est pluriel. Les Tchadiens seront consultés sur l'ensemble donc, du territoire. Et c'est la sommation de la volonté donc, des Tchadiens qui va permettre quand même donc, de dégager la décision qui aura été prise par rapport à la Constitution, par rapport aux consultations qui seront donc organisées. Mais d'où vient-il qu'on soit là pour manœuvrer, pour dire non, puisque je ne suis pas là, il faut quand même que les choses ne marchent pas ainsi de suite. Le rejet du régime. Mais il n'y a pas donc un régime. Il n'y a pas donc un régime. Hein? Il y a des autorités à qui donc on a confié la gestion donc, de la transition. Le régime va quand même donc découler des consultations qui seront donc organisées. Mais ceux-là qui sont donc dans l'ancien schéma, qui pensent peut-être que non, c'est le MPS qui continue donc à gérer. Mais le MPS est constitué donc des Tchadiens. Ils sont comme tous les autres qui sont associés à la gestion. Maintenant, il nous appartient, à travers donc les consultations, de prouver chacun son degré de pouvoir convaincre les Tchadiens à adhérer à son projet donc de société. Et à partir donc des consultations qui seront donc organisées librement, dans la transparence et avec l'implication donc de tout le monde, on pourrait avoir un retour à l'ordre constitutionnel qui consacrerait un pouvoir qui sera issu des urnes. Mais pour l'instant, je pense que les circonstances particulières ont fait que certains Tchadiens ont pris leurs responsabilités, ils ont pu permettre à ce que l'État ne s'effondre pas et qu'ils aient organisé donc les consultations préalables à la tenue donc du dialogue, les dialogues, et on est quand même sorti avec des résolutions et recommandations qui sont mises en œuvre. Donc je pense que tous ceux-là qui sont à la conquête donc du pouvoir et qui essaient, parce qu'ils ne sont pas à des positions donc de décision, de pouvoir donc voir tout en noir ou estimer que tout est fait pour qu'ils ne soient pas dans ceux qui gouvernent, les pouvoirs publics qui ne peuvent pas donc les tenir. À partir donc de ce moment, ils sont pessimistes et ils essaient de véhiculer des messages qui découragent, qui ne laissent pas entrevoir la refondation donc de l'État. Eh bien, cela, c'est que nous leur disons que nous allons leur prouver donc le contraire. Ils ne sont pas plus Tchadiens que nous tous. Nous qui avons accepté donc d'aller dans la transition, nous avons donc les mêmes droits qu'eux. Et nous ne pouvons pas donc avoir donc tout le monde dans la gestion donc des pouvoirs publics. Il faudrait bien quand même que chacun joue sa partition et que tout se passe donc dans la transparence, avec l'espoir que chacun trouvera donc son compte dans des consultations électorales libres, démocratiques et transparentes qui seront donc organisées. Et à partir donc de ce moment, je pense que ceux-là auront à quand même donc gérer donc l'État conformément donc aux attentes donc des populations qui leur auront fait confiance à travers les voix qui seront restituées fidèlement. Et j'ai dit à ma qualité donc de président donc de la CONAREC que nous allons tout faire pour restituer fidèlement dans le cadre donc des résultats provisoires dont nous avons la charte donc de la proclamation, la vérité donc des urnes. Et les textes sont là, à différents niveaux. Au niveau donc des bureaux de vote, il est prévu la présence quand même donc des délégués donc des partis politiques qui l'auraient souhaité. Au niveau donc des bureaux de vote, les résultats seront déclarés. Après donc la déclaration publique au niveau donc des bureaux de vote, l'affichage donc de ces résultats au niveau du bureau de vote sera fait. Au niveau donc de chaque unité administrative, la sommation sera faite. Elle sera remontée au niveau de la province. La province va nous la remonter au niveau de la CONAREC en N'Djamena. Nous ferons donc la sommation au niveau national. Et à partir donc de ce moment, nous allons produire le résultat provisoire. Le résultat provisoire suppose qu'il n'y ait pas quand même donc des velléités de chercher à ajuster par-ci, par-là. On restitue tel quel. Si on rend donc les résultats provisoires, nous aurons quand même donc à mettre à la disposition donc de chacun et de tous les résultats pour que ça soit consulté à travers donc les sites de la CONAREC, pour que ça soit consulté par ceux-là qui voudraient venir donc les confronter avec les résultats qu'ils détiennent. Et à partir donc de ce moment, s'ils ont donc des réclamations,
ils adressent les réclamations au niveau de la Cour suprême qui est censée légalement prononcer le résultat définitif. Donc, tous les dispositifs sont là. Si chacun joue donc sa partition, on ne pourrait pas quand même donc avoir donc des craintes de voir la vérité donc des urnes tripatouillées. Et j'assure qu'au niveau donc de la CONAREC, nous sommes tous donc engagés à faire les choses de manière donc claire. Au niveau donc de chaque province, ceux qui sont en charge donc de la gestion, c'est à eux de garantir la sincérité donc des résultats. Ceux qui sont au niveau de N'Djamena, nous avons donc l'engagement donc de pouvoir faire donc la sommation et de rendre public les résultats. Donc, qu'on ne verse pas donc dans la propagande, qu'on essaie quand même donc de jouer chacun sa partition et qu'on ne rêve pas de la reprise donc des choses parce que on n'a pas quand même participé donc au dialogue. On n'est pas d'accord avec donc la manière donc de gérer la transition. Je pense que le Tchad nous appartient donc tous. Et à partir donc de ce moment, il y a quand même donc l'implication effective donc de tout le monde dans la gestion. On ne peut pas avoir l'unanimité. On ne peut qu'avoir une forte implication donc de tous pour pouvoir quand même donc gérer. Et l'unanimité n'existe pas donc partout. L'unanimité n'existe nulle part. Et à partir donc de ce moment, que chacun réalise que ceux qui sont donc là font donc ce qu'ils doivent faire. Eux, ils ne feront pas donc mieux dans le contexte donc, que nous gérons. Il leur revient tout simplement de sécuriser donc, leur vote. Et à partir donc, de ce moment, chacun trouvera donc son compte à travers ce que le peuple donc, souverain aura quand même donc, décidé. Voilà. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu promptement à nos sollicitations. Nous espérons toujours vous revoir à d'autres occasions. Merci. Merci beaucoup, donc, Monsieur Robert. C'est l'occasion donc pour nous de vous remercier et de vous féliciter par rapport un peu à votre dévouement et la possibilité que vous offrez aux acteurs de pouvoir répondre aux préoccupations que vous relayez, les préoccupations donc, de nos compatriotes. Et je pense que vous avez été des nôtres le long quand même de ce périple et vous avez suivi que tout se faisait publiquement et dans la transparence. Vous avez également été témoin des efforts consentis par le gouvernement qui peuvent être donc appréciés par vous objectivement par rapport aux ressources dont le pays donc dispose. Et je voudrais dire que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas bénéficié donc de l'appui de l'assistance de la communauté internationale. C'est sur nos ressources propres que ces efforts sont consentis. Il s'agit quand même donc des milliards qui sont mis à la disposition pour quand même donc gérer cette importante opération. Et cela a été donc dans des conditions transparentes telles que chacun a la possibilité donc de pouvoir donc savoir si une rétention a été opérée à un niveau donc donné. Si vous savez ce qui vous revient, le taux qui vous revient, et que vous n'arrivez pas quand même donc à dénoncer la rétention, que vous n'arrivez pas quand même donc à pouvoir réclamer quand le principal donc responsable donc de la commission donc est avec vous, quand vous avez quand même donc le principal responsable des chefs des unités administratives qui sont les présidents donc des commissions donc locales, et que vous puissiez quand même donc attendre après pour pouvoir quand même essayer donc de distiller donc de forces d'information. C'est quand même donc la délation. La prochaine fois. Bien, je vous remercie pour quand même donc tous les efforts que vous avez consentis en nous accompagnant et en espérant quand même donc toujours bénéficier de votre prédisposition à aider à faire avancer donc les choses. Merci. Encore une fois de plus, merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette édition. Nous venons de recevoir sur ce plateau Liman Mahamat, ministre de l'administration du territoire et la décentralisation de la bonne gouvernance, par ailleurs président de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Il était question au cours de cette émission du bilan à mi-parcours mené par la CONAREC. Au revoir et à la semaine prochaine.
Merci.